Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International en français. Au sommaire de la prochaine demi-heure, de la littérature et du football notamment. Littérature avec les deux vies de l'écrivaine Věra Linhartová qui, comme un certain Milan Kundera, a rompu avec la langue tchèque pour devenir une auteure française. Une histoire passionnante de Věra Linhartová, donc sur laquelle reviendra Václav Richter. Football aussi avec Santiago de Nia qui est le nouveau sélectionneur espagnol, vous le savez peut-être, de l'équipe nationale tchèque après une Coupe du Monde catastrophique. C'est là une première historique dans l'histoire du football tchèque. Et puis enfin, nous vous ferons marcher sur les traces d'un certain Václav Havel à Prague, et ce, en compagnie d'étudiants français. Bref, un programme passionnant. Très bonne écoute de Radio Prague International en français. On commence donc avec de la littérature et le portrait de l'écrivaine Věra Linhartová, une rubrique préparée comme d'habitude par Václav Richter. Rencontre littéraire. Elle s'insurgeait contre les règles de l'écriture en inventant des règles nouvelles. C'est ainsi qu'on pourrait caractériser l'œuvre littéraire de Věra Linhartová, autrice qui, comme Milan Kundera, a rompu avec la langue tchèque pour devenir une écrivaine française. L'œuvre de cette expérimentatrice subtile est maintenant close. Věra Linhartová nous a quittés en juin dernier à l'âge de 88 ans. On peut dire que Věra Linhartová était une femme aux deux vies, deux identités, deux carrières. Fille d'un juriste, elle se lance en 1955 dans des études d'histoire de l'art et finit par rédiger un mémoire sur l'œuvre de l'architecte baroque Giovanni Pietro Tenkala. Très tôt, elle commence à manifester aussi un esprit non conformiste, un talent littéraire innovateur. Elle se lie avec les membres du groupe de jeunes intellectuels nés dans les années 30, chez Statřicátníci, parmi lesquels se trouvent entre autres Josef Topol, Václav Havel, Viola Fischerová et Pavel Švanda, mais elle reste toujours authentique et ne ressemble à personne d'autre. L'écrivain et journaliste Pavel Švanda, son ami de ce temps-là, évoque un événement qui intervient dans sa jeunesse et s'avérera décisif pour le reste de sa vie. Ona měla ještě příležitost předtím, než propukla jednotná škola. Věra Linhartová a eu l'occasion, avant la réunification du système d'enseignement, d'étudier pendant une année au lycée français de Brno. Elle y a contracté le virus du français et cela est devenu le point de départ de sa vie et son intérêt vital. Avec le temps, elle est parvenue à une très bonne connaissance de la langue française, ce qui lui a permis de prendre une certaine distance avec la culture tchèque. Elle s'est tournée donc vers d'autres domaines et a choisi une orientation différente. Dans la première moitié des années 1960, Věra Linhartová déploie son érudition d'historienne de l'art, travaille comme galeriste et devient commissaire d'exposition d'art qui ouvre de nouveaux horizons au public tchèque. Et c'est aussi à cette période qu'elle entame une carrière littéraire qui n'a rien de conventionnel. Les thèmes, le style et le langage de ses textes intriguent les uns et déconcertent les autres. Pour beaucoup, ses œuvres écrites resteront hermétiques, mais il ne manque pas non plus d'admirateurs et de commentateurs de son œuvre. La linguiste tchèque Michaela Křivancová consacrera à cette première étape de la création de Věra Linhartová une étude intitulée « Le pouvoir des mots ». Elle constate. Dans ses textes, Věra Linhartová ne raconte en aucun cas un récit. Elle ne crée pas un monde fictif, une fiction, mais elle transmet un message. Elle nous signale à nous tous que nous devons toujours peser les mots et que c'est le niveau de la précision avec laquelle nous sommes capables d'exprimer par les mots notre vision qui sera également le niveau de la précision avec laquelle nous arrivons à comprendre l'un l'autre et aussi à nous comprendre nous-mêmes.
on pourrait en déduire que l'homme ne comprend le monde et lui-même qu'à travers le langage. Et le langage figure dans les textes de Věra Linhartová comme l'espace de la conscience de soi et la source de l'identité. On peut donc dire que quand nous parlons, nous nous rendons compte de nous-mêmes et quand nous nommons les choses autour de nous, elles commencent à exister. Nous commençons à les comprendre d'une certaine façon. Pavel Švanda décèle aussi un autre aspect de la création de cette novatrice littéraire qu'était Věra Linhartová. Čím dál tím vědomněji začal chápat literární činnost jako Elle a commencé à comprendre la création littéraire de plus en plus consciemment comme une activité qui se réalise seulement et exclusivement dans l'espace de la langue. C'est une activité qui a quelque chose en commun avec les phénomènes décrits, mais ces phénomènes sont décrits par une langue et uniquement par les possibilités de cette langue. Elle cesse d'écrire en tchèque et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond « J'ai épuisé les possibilités de la langue ». Pétrie de la culture française, Věra Linhartová décide dès les années 1950 de partir en France. Elle réalisera ce projet en 1968 et c'est un départ absolu. Elle décide de devenir écrivaine française et elle soumet toutes ses activités à cette intention. Elle veut que ce soit une rupture totale et le début de sa seconde vie. Elle coupe les liens avec son pays et aussi avec sa langue maternelle et n'écrira désormais qu'en français. Elle s'installe à Paris. Elle évite même de rencontrer des auteurs tchèques émigrés en France. Et elle poursuit son œuvre littéraire dont les thèmes sont, selon Michaela Křivancová, le mot et le langage. Pro mě osobně jsou texty Věry Linhartové jedinečné a osobité hlavně tím. Je trouve que les textes de Věra Linhartová sont uniques et exquises, parce que tout dans leur structure est entrelacé, parce qu'ils sont profondément réfléchis, élaborés et intellectuels, et parce que dans son écriture, il n'y a rien de fortuit. Ces textes, ou plutôt ses discours et ses énoncés, sont toujours interrompus par des divers commentaires et digressions. Mais ces textes et ces commentaires sont toujours en corrélation, bien que cela ne paraisse pas du tout au premier abord. En 1978, Věra Linhartová élargit quand même son horizon linguistique et commence à étudier le japonais à l'Institut des langues et des civilisations orientales. Elle passe une année à l'université Waseda à Tokyo et achève ses études en 1993 en soutenant une thèse sur les écrits japonais sur la peinture du 9e au 19e siècle. À partir de 1990, Věra Linhartová travaille déjà au musée Guimet à Paris et devient spécialiste de la peinture japonaise et chinoise. Parallèlement, elle poursuit son œuvre littéraire en français. Son style se simplifie, ses phrases se raccourcissent et ses textes sont désormais plus dépouillés et transparents, mais sa création littéraire est toujours au fond une interrogation sur les possibilités de la langue. Ses œuvres en français sont traduites en plusieurs langues et même en tchèque, cette langue qu'elle a épuisée, triturée et essorée, comme elle le dit. Elle est décorée des prix Jaroslav Seifert, František Savelšalda et Tom Stoppard, et son influence est décélable dans les œuvres d'autres écrivains tchèques, dont surtout Sylvia Richterová et Daniela Hudrová. Il est difficile d'évoquer les textes de Věra Linhartová parce qu'elle n'est pas une narratrice. Elle ne raconte pas des histoires qu'on pourrait résumer et reproduire, car c'est la langue même qui est l'héroïne de ces textes. Considérée comme fondatrice de la littérature expérimentale tchèque, Věra Linhartová reste donc une autrice difficile d'accès, une individualiste qui cherchait intensément et imperturbablement une autre dimension de la littérature. Son œuvre considérée comme expérimentale, méditative et anti-illusoire reste inclassable et continuera encore longtemps d'intriguer les théoriciens de la littérature. Elle a utilisé le langage comme le moyen d'une perception supérieure, comme un instrument pour abattre le mur qui nous sépare de la réalité. Dans toute son œuvre, elle a cherché à nous prouver qu'une image poétique peut être également véridique et même plus véridique encore que la réalité quotidienne qui est perceptible et vérifiable par nos sens.
Après la littérature, place aux choses plus sérieuses encore avec du football et un extrait de Cop à Kopana, le podcast 100% football tchèque de Radio Prague International. Un podcast présenté en compagnie de Lazar Van Parijs, cofondateur du site football tchèque, du site footballski.fr, un Français installé à Prague, passionné de football tchèque. Parmi les thèmes évoqués dans ce 4e épisode de Cop à Kopana que vous pouvez retrouver sur notre site, la nomination d'un sélectionneur étranger à la tête de l'équipe nationale tchèque. C'est là une première historique qui fait suite à une Coupe du Monde catastrophique et il s'agira de l'Espagnol Santiago Denia. Il y a plusieurs problèmes ici. Le premier problème, comme tu le dis, c'est cette forme de ras-le-bol. On ne sait pas quoi faire, comment faire. Il y a un besoin très clair d'apporter de l'expertise étrangère aujourd'hui dans le football tchèque. Et on le voit parce que les clubs qui réussissent aujourd'hui le mieux sont les clubs qui ont amené justement cette expertise étrangère, que ce soit au travers de joueurs qui ont des compétences et des caractéristiques différentes. On peut penser au Slavia ici, ou d'un point de vue organisationnel, on peut penser au Sparta qui a dû ramener Brian Priske pour gagner des titres et apporter donc cette expertise différente. Donc le football tchèque manque de compétences et de caractéristiques et de qualité qu'il faut aller chercher à l'étranger. Et donc la nomination d'un sélectionneur étranger ici est tout à fait normale dans ce sens-là. Et puis sur la personne de Santi Denia, très clairement aujourd'hui le football espagnol à la cote, ils ont gagné la Coupe du Monde, il y a cette prime au football espagnol, il y a une compétence aujourd'hui que les coachs et entraîneurs espagnols ont et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Tu as parlé du PSG, mais il a fallu un entraîneur espagnol pour que le PSG gagne double Ligue des Champions consécutive avec Luis Enrique. Oui, il y avait déjà eu un entraîneur espagnol avant Luis Enrique, Unai Emery, et ça s'était moins bien passé aussi. Effectivement, je ne dis pas que tous les entraîneurs espagnols sont de grande qualité, mais il y a quand même aujourd'hui... dans les grands clubs et on retrouve quand même une certaine forme de performance de clubs qui ont des entraîneurs espagnols. On peut noter quand même que le football européen aujourd'hui est quand même assez dominé par des entraîneurs espagnols parce qu'ils ont la cote, ils ont revu leur formation, ils font souvent du beau jeu, pas toujours, mais souvent, et donc forcément c'est attrayant. Ouais, on pourrait également citer l'exemple des Pays-Bas, puisque Xavi a été nommé mercredi également sélectionneur, même si entre Xavi et la Hollande, on peut voir le rapport, le lien avec bien évidemment un certain Johan Cruyff. Johan Cruyff, on en est très loin en République tchèque, parce que si on revient sur cette nomination de Santi Denia, c'est aussi parce que parmi les 16 équipes européennes qui étaient présentes à la Coupe du Monde, la République tchèque est vraiment celle qui a le plus déçu, qui n'a laissé finalement aucune trace. 3 matchs et ça a été 3 véritables déceptions, des spectacles même difficiles à suivre. C'est donc aussi par rapport à ça qu'il y avait ce besoin d'un entraîneur étranger. Alors bien évidemment l'Espagne est la nouvelle équipe championne du monde et puis à cette mode. Après Denia, c'est aussi un entraîneur qui a travaillé pendant de longues années avec les équipes nationales de jeunes en Espagne, qui a été sacré champion olympique contre la France de Thierry Henry à Paris il y a 2 ans. Donc même si on le connaissait, il n'était pas forcément bien connu du grand public, c'est quand même un homme de compétences, et puis un homme qui a aussi longuement collaboré avec Luis de la Fuente, le sélectionneur qui a conduit l'Espagne à ce titre de championne du monde. Effectivement, c'est quelqu'un qui vient pour faire table rase du passé et insuffler un vent nouveau, un sentiment très différent. Le football qu'il prône est un football à l'opposé du football de Koubek, qui était un football très Miroslav Koubek, donc qui était le sélectionneur pour la Coupe du Monde, qui était un football très passif, non inspiré, où
pendant toute cette Coupe du Monde, on a cherché un leader technique, quelqu'un qui pouvait apporter du danger, quelqu'un qui pouvait porter du ballon, qui pouvait extraire un petit peu de jeu, et on ne l'a pas trouvé. Et donc, on a maintenant Santi Donia qui va justement prôner du jeu, qui va devoir insuffler avec la DTN, la Direction Technique Nationale, une nouvelle formation aussi, de former des joueurs, et c'est aussi pour ça qu'il a été appelé, c'est pour sa capacité à travailler avec des jeunes, à créer un système de formation global pour avoir des jeunes qui sont capables de porter du ballon, de créer du jeu, parce que c'est bien ça le drame aujourd'hui du foot tchèque, ça a été répété à la fin de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a des athlètes, le problème des athlètes, c'est qu'ils n'ont pas forcément la maîtrise du ballon. Ouais, donc ça va être justement ça, à mon sens, le plus gros du travail pour Santi Donia, parce qu'on a beau dire qu'avec lui, on peut s'attendre à l'introduction d'un style de jeu inspiré du football espagnol, un football plus technique et davantage axé sur le jeu. Il y aura quand même il reste cette question fondamentale, où trouver ces joueurs, parce que quand on regarde l'Espagne, on voit un style qui est pratiqué dans toutes les équipes. Là, pour l'équipe nationale, il y avait de nombreux joueurs de Barcelone notamment, mais quand on regarde l'équipe première de Barcelone, quand on regarde les équipes de jeunes, c'est exactement la même façon de jouer en République tchèque. On est très loin de cela. Et puis donc il va falloir trouver ces joueurs pour pratiquer ce style. Alors comment faire, même si Santi Donia pour l'instant est très présent, on le voit régulièrement dans les tribunes des matchs du championnat tchèque depuis la reprise. Lui a déclaré cette semaine qu'il avait été agréablement surpris par le niveau du championnat tchèque. Bon, il arrive, il faut quand même qu'il ait un discours positif. Je pense que globalement, tout le monde te dira que le championnat tchèque est un championnat qui a des éléments intéressants, où il y a de la qualité. C'est indéniable. La question, c'est comment on va transformer des individualités en un collectif. Et c'est ça qui a pêché quand même ces dernières années, parce que si on reprend individuellement les joueurs potentiellement titulaires dans ce 11 national, on a de la qualité. On a quand même des joueurs. Souček, même avec West Ham, il arrive à tenir le ballon. Ce n'est pas qu'une espèce de vulgaire numéro 6 qui est là pour casser des attaques, comme il a pu être utilisé en sélection nationale. On a Schulz, que ce soit Pilsen ou avec Lyon, a du ballon et est capable d'animer offensivement. Ce n'est pas le Casper qu'on a pu avoir lors de cette Coupe du Monde. Et donc, lui fait son petit tour des stades, son petit tour du championnat, va voir des joueurs, et je trouve ça déjà très intéressant de le voir proche des bancs, proche des terrains, pour justement un peu sentir l'air du championnat et voir comment ça se passe. Le championnat tchèque, voir une grande revue des effectifs, et ça c'est déjà intéressant, et ça montre aussi son engagement sur le projet. Projet qui va forcément passer par un changement de style de jeu, comme on l'a dit, mais également utiliser son expérience à la tête des sélections de jeunes, avec des titres en Euro U17, U19 et au JO. Et donc, il a ce mandat pour repérer, lancer et développer de jeunes talents tchèques. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que il va falloir avoir des résultats très rapidement, parce que dès la fin septembre, le 26... Oui, alors on va y arriver justement. Dès septembre, ce sera 3 gros matchs, puisque la République tchèque fait son retour dans le groupe A en Ligue A, donc en Ligue des Nations. Donc c'est le niveau, le groupe élite, on va dire, de cette compétition, donc la Ligue des Champions. Premier match, ce sera la Croatie. 3 jours plus tard, l'Angleterre, donc 2 matchs à Prague. Et troisième match, ce sera où ? Ce sera chez les champions du monde en Espagne. Donc du très costaud d'entrée pour la Tchéquie. Et une des missions aussi essentielles pour Santiago Donia, ce sera quand même de conquérir les cœurs des supporters tchèques. Ça va passer par le résultat, par le style de jeu. On peut s'attendre à voir de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes joueurs.
Lui-même a indiqué, par exemple, qu'il suivait les matchs d'Anderlecht dans le championnat de Belgique avec un nouveau joueur tchèque, Karmas, qui est arrivé. Donc voilà, quand même des débuts qui seront il est dans le bain. Il est dans le bain dès le début. À lui de montrer qu'il est capable de nager. Et que dire, en fait, il y a quand même toujours la grande question, entraîneur étranger, mentalité tchèque. C'est toujours ce qui est revenu dans les débats depuis, ça fait 25 ans que je suis le football tchèque. Dès qu'il est question d'un entraîneur étranger, on dit « c'est pas possible, la mentalité tchèque est spéciale, c'est difficile de s'adapter ». Quel est ton point de vue sur... Ça va être à lui, justement, il va devoir s'adapter, en partie, mais surtout trouver les mots pour aller motiver les joueurs et pour les convaincre d'adhérer à ce projet. Aujourd'hui, on a quand même un noyau et une grande partie de cet effectif qui joue à l'étranger, qui est titulaire dans de grands clubs à l'étranger. Ils sont donc capables de s'adapter. Donc, aujourd'hui, Denia va devoir trouver les mots et une façon de faire adhérer ces joueurs qui sont habitués au top niveau et aux exigences internationales de l'étranger et les mettre dans son moule, entre guillemets. Et je pense que pour ça, il va être aidé par Jaroslav Plachil, qui a justement vécu et qui continue de vivre d'ailleurs à l'étranger, en France aujourd'hui, pour un peu faire le lien entre une mentalité tchèque et les habitudes de vie et le cadre international. Et puis donc dernière question qu'on peut évoquer en rapport donc avec Santiago Denia, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale tchèque, c'est le possible retour de Patrik Schick, l'attaquant vedette du football tchèque, qui en avait plein les dents vraiment. Dès la fin de la Coupe du Monde, a annoncé que lui et l'équipe nationale c'était fini. Or, il est encore relativement jeune. Lui affirme vouloir se concentrer sur ses performances avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Néanmoins, on peut espérer qu'avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau style de jeu, parce que c'est vrai que pour lui c'était difficile, souvent esselé sur le fond de l'attaque, pas beaucoup de ballons arrivés jusqu'à lui. On peut espérer qu'il revienne sur sa décision. Exactement, je pense et j'espère que ça va dans cette direction. On aura la réponse, peut-être pas forcément dès septembre, mais assez rapidement d'ici la fin de l'année. Un petit groupe d'étudiants en tchèque de l'INALCO et de la Sorbonne à Paris a récemment réalisé un voyage d'études autour de la figure du dramaturge, ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste Václav Havel. Deux d'entre eux, Victor Biou et Noé Malagamana, ont répondu aux questions d'Anna Kubishta. Je suis Victor Biou, je suis étudiant à l'INALCO et à l'Université Paris-Cité, Sorbonne Paris-Nord. Je fais donc des études tchèques, de la géographie et de l'économie. J'habite à Paris et on est là pour un voyage d'études sur les pas de Václav Havel. Bonjour à tous, moi c'est Noé, je suis étudiant en master, je viens de terminer tout juste mon master en commerce international à l'INALCO, spécialisé dans l'Europe centrale, et je suis franco-tchèque, et du coup je renouvelle un petit peu avec mes racines pour faire un voyage et découvrir le grand personnage qui était Václav Havel. Et pourquoi justement vous avez choisi Václav Havel comme thème central de ce voyage ? En fait c'est son 90e anniversaire. Et c'est une figure emblématique du paysage pragois, de la Tchéquie, une figure politique, artistique, qui rayonne par son combat pour les libertés et les droits humains. Et c'est un honneur de pouvoir rencontrer des gens qui ont dû travailler avec lui, qui ont un souvenir encore vivant du personnage. Comment est-ce que se déroule ce voyage ? Vous rencontrez qui ? Vous allez où ? Dans quel lieu ? Pour découvrir plus la figure de Václav Havel ? On découvre plein de personnes hyper intéressantes, notamment Jaroslav Zajíček, qui travaille avec Petr Pavel, donc le président actuel tchèque, qui nous a parlé de la figure de Václav Havel et comment son influence est encore bien présente dans le pays aujourd'hui. On a découvert aussi la bibliothèque donc Václav Havel, avec des personnes passionnées qui nous parlent de leur métier quotidien et du travail monstrueux qui est d'archiver tous les documents en lien avec lui.
Donc c'est franchement une expérience très enrichissante pour nous. Pour le coup, la bibliothèque Václav Havel est un peu dans la tourmente aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant quand même de rencontrer les gens qui y travaillent encore. Victor, toi, pour l'instant, c'est quoi ce qui t'a marqué pour l'instant de ce séjour, hein? Malgré le fait qu'on arrive en ayant l'image du politique, du président, le premier président de la Tchécoslovaquie, c'est un être humain qui est riche, qui a des défauts et qui rayonne. Hier, on a passé bien 3 heures à la librairie Pro-EBT et on a pu voir des tonnes d'archives et des personnes qui, à travers l'art et essaye de combattre, de trouver une forme d'existence malgré la censure et une pensée dogmatique. Oui, il faut rappeler que Librairie Pro-EBT, c'est cette librairie aujourd'hui évidemment totalement libre, mais qui en fait aujourd'hui archive tous les samizdat, les textes interdits à l'époque du régime communiste. Est-ce que Václav Havel, ce nom dit encore quelque chose aux Français aujourd'hui? Puisque vous vivez à Paris, vous vivez en France, donc est-ce que les gens connaissent Václav Havel aujourd'hui, et la jeune génération? C'est une très bonne question. Je pense que malheureusement, c'est un nom qui tombe de plus en plus dans l'oubli, en tout cas du côté français, même si récemment on a pu voir l'inauguration du banc Václav Havel devant l'ambassade tchèque à Paris, ce qui a pu redonner un petit peu une nouvelle jeunesse à ce personnage. Mais je pense qu'effectivement, on arrive dans un temps où de plus en plus de gens oublient qui était finalement ce grand personnage qui a façonné l'Europe centrale, qui était l'ami de plein de politiciens aux États-Unis, en France, en Espagne. Donc oui, effectivement, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans sa vie et dans sa pensée? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez qui sont frappantes et qui peut-être sont une leçon pour nous aujourd'hui? Ce qui est très étrange avec Václav Havel, c'est que il est connu. Finalement, c'est un modéré, mais dans le régime communiste, qui était un régime extrémiste in fine, sa modération était vue comme une forme de radicalité, et c'est une radicalité qu'il nous faut rappeler. Puisque aujourd'hui on a des atteintes aux droits de l'homme dans le monde entier, parfois certains diraient même en Europe, et c'est une forme de radicalité sur les droits humains, sur les droits de l'homme, de la femme, et une forme d'universalité qu'il s'agit de rappeler. Et j'espère que ce sera l'objet de la restitution qu'on pourra faire au semestre prochain à l'INALCO. Václav Havel a dit que l'inconvénient naturel de la démocratie, c'est qu'elle lie les mains des personnes bien intentionnées et ouvre des possibilités illimitées à ceux qui ne la prennent pas au sérieux. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire ? C'est une très belle phrase. Pour le coup, je pense que ça résume bien l'optimisme, on va dire, et aussi la volonté qu'avait Václav Havel d'être purement libre. Je pense que c'était quelqu'un qui était bien plus libre dans un régime, on va dire, totalitaire que les gens aujourd'hui le sont dans des démocraties. Donc je pense que on voit bien deux plans, le plan de la liberté et le plan de comment vivre dans une société qui aujourd'hui peut être forcément un peu fragmentée, mais de rechercher toujours cette volonté à vouloir faire mieux, à être purement libre, mais dans une optique de voir le bien et de voir l'optimisme derrière, je pense. Pour la citation, j'ai l'impression... Je ne serais pas d'accord avec Havel parce que il faut pas dénigrer la démocratie qui est sans doute le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. Et oui, la démocratie a des failles parce qu'elle donne la liberté à chacun et chacune, mais elle n'est pas fondamentalement fragile. Et c'est simplement les individus et les groupes qui essayent de s'emparer du pouvoir. Et la beauté de la démocratie, c'est sa fragilité et c'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il nous faut une radicalité dans les droits humains, dans le respect, dans la liberté d'expression, et avoir une forme de garde-fou. Donc non, je pense pas que la démocratie nous lie les mains, en tout cas, parce qu'elle nous donne un socle commun qu'il s'agit de protéger.
Voilà, c'est déjà la fin pour cette fois de cette émission de Radio Prague International en français. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoj.